Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Aujourd'hui, on se met en mode action-éducation. Gros plan sur l'engagement citoyen. L'engagement citoyen est-il en vogue chez les jeunes, collégiens, lycéens, des élèves animés par des sujets de tout premier plan? Irina Capron vous explique tout dans un instant, de la frustration à la colère. Pourquoi ces sentiments montent-ils dans les lycées, quitte à se mettre parfois en grève? Le blocus peut-il, pourquoi pas, devenir la norme dans les établissements français? On en parle avec nos invités et puis des problèmes identifiés. Mais quelle sortie de crise? Quelles sont les solutions prônées par les lycéens? Sont-ils entendus, écoutés par le gouvernement? On en parle tout de suite avec Ephram Stralka-Belleuil. Bonjour Ephram. Bonjour. Comment ça va? Bien. Un habitué d'émission, ça fait plaisir de vous retrouver. On peut se tutoyer, de te retrouver. Ouais. Vice-président de la Voix lycéenne, qui est le premier syndicat lycéen de France. Il a été créé quand? Il a été créé il y a un peu plus d'un an. Donc franchement, c'est exceptionnel. Oui, un petit peu plus d'un. Ouais. Quel succès. On vous souhaite effectivement tout le succès du monde. C'est parti pour la loupe avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. Oui, je sais, je l'ai refaite. Salut Irina. Tout va bien? Encore, oui. Oui. J'essaie de vous déstabiliser, ça ne marche jamais. Jamais. On va s'y mettre à deux avec Ephram. Comptez sur nous. Les lycéens sont de plus en plus engagés pour de diverses causes, notamment concernant le climat. Exactement. Alors on pourrait croire que seuls les réseaux sociaux ou les jeux vidéo les intéressent, mais non, les jeunes sont inquiets pour leur futur. La cause climatique a pris une importance considérable chez les jeunes ces dernières années et ils n'ont pas peur d'affirmer leurs convictions dans la rue. En septembre dernier, les lycéens ont répondu présents aux mobilisations appelant à lutter contre le changement climatique et ce dans plusieurs villes françaises. On a d'ailleurs pu voir des jeunes avec des pancartes avec écrit « Maman, je sèche comme la planète », comme vous pouvez voir sur ces images. Pour la plupart des jeunes, le gouvernement n'en fait pas assez pour justement sauver cette planète. Irina, cet engagement de la jeunesse, il ne date pas d'hier. Non, ça fait plusieurs années que les jeunes manifestent face aux problèmes écologiques. En 2021, un lycéen a même créé le premier réseau Lycée en transition, une plateforme dédiée aux lycéens engagés. L'objectif de cette plateforme, c'est d'aider les jeunes à agir afin de réduire l'impact de leur établissement sur l'environnement en trouvant des solutions adaptées aux problématiques de chaque lycée. Les jeunes se sentent de plus en plus concernés par le développement durable, aussi parce que les enjeux environnementaux sont au cœur des enseignements au collège et au lycée. Une jeunesse préoccupée par son futur, ça concerne aussi le dossier des retraites. Exactement, de nombreux lycées en France ont été bloqués par les lycéens contre la réforme des retraites et contre le 49.3 utilisé par le gouvernement. Alors je le rappelle, les élèves n'ont pas le droit de grève, ils ont le droit de manifester s'ils n'ont pas cours et si la manifestation a lieu à l'extérieur de l'établissement. Pourtant, nous avons vu des lycéens en colère devant leur lycée, mais aussi au sein des cortèges de manifestations contre la réforme des retraites. Malgré leur âge, ils se sentent concernés par les retraites. D'ailleurs, leurs revendications vont plus loin que la retraite. L'inflation fait partie de leurs inquiétudes, tout comme la précarité avec des jeunes qui n'arrivent pas à se nourrir et sautent souvent un repas, voire plusieurs dans la journée. Ils sont aussi inquiets face à la montée du chômage qui touche les jeunes. Et les lycéens font aussi grève plus largement pour dénoncer le système éducatif et notamment Parcoursup. Oh le lapsus, grève grave, c'est beau. C'est vrai. Ça promet ce débat de cette émission, c'est parti. L'expression orale avec notre invité. Avec Ephram Stralka-Belleuil qui est vice-président de la Voix lycéenne. C'est grave la grève? Bah non, c'est... J'ai piqué le lapsus. Non, la grève c'est nécessaire surtout. On ne devrait pas pouvoir faire grève dans un pays aussi avancé que le nôtre, c'est-à-dire que... Des lycéens en grève, c'est pas bizarre? Bah, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils sont en grève. Tout à fait. Il y a une nécessité aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là. Grève. Et quand on dit qu'aujourd'hui le blocus, le blocus aujourd'hui c'est obligatoire. Le blocus, on ne bloque pas notre lycée pour louper les cours, pour faire la fête devant notre lycée. C'est parce qu'il y a des revendications, c'est parce qu'on est là pour essayer de faire avancer les choses et ne pas laisser le gouvernement aller tout seul et dire qu'il y a une jeunesse présente. Et quand on bloque nos lycées, aujourd'hui, on nous regarde, on est présent et c'est comme ça qu'on peut avancer nos propositions parce qu'on a déjà essayé la voie du dialogue par les institutions, d'essayer de contacter les ministères pour pouvoir avancer nos propositions. Ils ne nous écoutent pas. Et pourtant, à Ephram, vous avez été reçu il y a un petit peu plus de 2 semaines du côté de Matignon avec Elisabeth Borne. C'est vrai, mais ce sont des propos... Ça s'est passé comment justement quand on dialogue et est-ce que justement vous avez pu distiller vos messages et vos propositions? C'est totalement vrai, on a pu avancer sur des propositions, c'est vrai. Mais par contre... Dans quel dossier? Sur l'engagement, c'est-à-dire valoriser l'engagement des lycéens. Là, pour l'instant, encore, j'ai eu aucun retour, même si pour l'instant, les premiers retours sont positifs. C'est quoi ce statut de lycéen engagé? Le statut de lycéen engagé, ça permettrait à chaque lycéen
de pouvoir s'engager, que ce soit un engagement associatif, syndical, politique. D'accord. Et que cet engagement-là soit valorisé, c'est-à-dire valorisé dans le bac. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais à Matignon, j'aurais pu être en train de réviser mon bac de philosophie. Ça prend des heures. Donc ça prend des heures sur un temps de cours. Ça prend des heures sur... c'est très énergivore. Et avec la nouvelle réforme du bac, avec le nouveau bac, on a un petit peu plus de temps. Bah non. Si vous êtes là. Je suis là, mais c'est-à-dire que le temps est coupé en plusieurs parties. C'est-à-dire que jusqu'à mars, vous n'avez aucun temps pour vous, parce que les cours, on met d'autant plus de cours. Je suis d'accord, je parlais d'après mars. Après mars, d'ailleurs, le gouvernement parlait de la reconquête du mois de juin, et là, ça va être la reconquête du mois de mai, parce que dès le mois de mai, c'est catastrophique. Les gens, en fait, désertent parce que la plupart... Quand vous avez coefficient 32 sur 2 épreuves, forcément qu'après vous jugez... T'as rapidement fait le calcul, même si t'es pas bon en maths, tu sais que le reste, effectivement, c'est... Surtout que les maths sont plus obligatoires. C'est peanuts. Et alors, quel sentiment et qu'est-ce que tu éprouves justement après cette visite du côté de Matignon? Encore une fois, tu as vu, si je puis dire, les deux aspects. Toi qui étais dans la rue, est-ce que ça t'a déjà fait bizarre de te retrouver justement dans les ors de la République, si je peux dire, au sommet du pouvoir? Comment ça s'est passé? Comment t'as appréhendé ce rendez-vous et au final, qu'est-ce que tu en retiens? C'est vrai que moi, ça me faisait très bizarre parce que j'ai l'habitude finalement de combattre ce gouvernement-là. Et là, finalement, on y allait, mais on garde nos idées en tête. C'est-à-dire que s'ils nous ont invités, c'est limite pourquoi pas nous amadouer et qu'on puisse avancer quelque chose. Mais ce sont des petites choses, ce sont des choses. Ça peut être aussi pour dialoguer. Ouais, mais dialoguer, ce n'est pas le bon cadre pour dialoguer puisqu'il n'y a pas toutes les organisations de jeunesse. Parce que les propositions après qui sont adoptées ne sont pas forcément les nôtres, parce qu'elles sont modifiées. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'avancement de tout ce que c'est. C'est encore que le début du Conseil national de la refondation. Mais tu as bon espoir justement pour ta proposition de statut lycéen engagé? Ouais, je me suis fait écouter. Je me suis fait écouter cette proposition-là, donc je vais pas m'énerver sur ça. Mais c'est une proposition parmi tant d'autres que nous on avance. C'est-à-dire qu'on a 50 pages de texte d'orientation. Je peux vous dire que les propositions dedans, on en a pas mal. On en a. Ouais. Et pourquoi un statut et pas un diplôme? Parce que le diplôme, en fait, ça forcerait à l'engagement. Il ne faut pas qu'il soit forcé, il faut qu'il soit volontaire. L'engagement, ça se prend. C'est une décision qu'on prend personnelle. Parce qu'on a envie de le faire, et si on engage, et d'ailleurs on le voit avec le SNU, c'est-à-dire que si on l'oblige à le faire, ce n'est pas un engagement, c'est juste une obligation. Le SNU, j'ai quand même le sentiment que le gouvernement a reculé sur cette question. Toi, tu trouves que c'est dommage, ou justement, tu applaudis des deux mains ce recul? Deux choses. Il faut savoir que le gouvernement a reculé sur cette proposition pour une seule raison. C'est parce qu'on est dans un contexte de forte mobilisation sociale et que les jeunes commençaient à sortir dans la rue. Et ils continuent quand même à sortir dans la rue. Là, la semaine dernière, on avait une mobilisation de la jeunesse. Et je veux dire, la jeunesse, c'est comme du dentifrice. Une fois qu'elle est sortie du pot, c'est très difficile de la faire rentrer. Mais du coup, le gouvernement avait eu très peur de cette jeunesse et elle a reculé. C'est la hantise de tous les gouvernements. La jeunesse dans la rue, c'est une catastrophe pour le gouvernement. Oui, parce qu'une fois que la jeunesse sort, tout le monde sort. C'est clairement. Dans l'historique des mobilisations, ça a toujours été comme ça. Donc, le gouvernement a eu peur et a reculé et a décidé de reporter l'obligation du SNU. Donc je pense que moi, personnellement, elle va se faire pendant les vacances d'été, une fois que les lycéens seront tous très bien chez eux, ils ne pourront pas sortir. Quand vous serez sur la plage, tranquillement, ou en train de... Les lycéens ne vont pas en vacances, mais... Les travaux, effectivement, d'été, les petits jobs d'été. Et ça, tu as pu converser un petit peu, tu as pu dialoguer avec... toi ou bien sûr la Voix lycéenne ou d'autres syndicats avec la ministre Sarah El Haïry. On a un cadre de discussion avec Sarah El Haïry. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que ça n'a pas toujours été facile les relations avec elle. C'est vrai que ça n'a jamais été facile parce qu'elle nous considère que... Elle l'a clairement dit, elle nous l'a explicitement dit, c'est que quand il y a de l'opposition, ça ne sert à rien parce qu'elle n'est pas constructive. Et nous, on ne se considère pas comme opposition non constructive. Mais on a des choses à avancer. Avec vos propositions. C'est-à-dire qu'on veut avoir une alternative au SNU. Par exemple, le statut de lycéen engagé est une alternative au SNU et une manière de s'engager d'une autre manière et d'une autre façon, d'une manière volontaire. Et qui soit valorisé aussi. Revaloriser l'EMC, l'éducation morale et civique. Parce que, je ne veux pas vous mentir, instaurer des valeurs de la République qui sont enseignées par des militaires, forcément, ça a peut-être une vision différente que le cadre de l'école. L'émancipation de la jeunesse se fait par l'éducation et non pas par le service national obligatoire. Et quand nous, on avance des arguments comme ça, elle nous dit « Bon alors, vous êtes contre la mixité sociale ». Non, Madame El Haïry. La mixité sociale n'est pas respectée dans le SNU. 67% des gens qui viennent du SNU viennent de milieux favorisés. Un tiers des gens qui viennent sont des gens qui ont des parents de corps en uniforme. Les gens qui sont encore en uniforme, c'est-à-dire les pompiers, les militaires, les policiers, ça représente moins de 2% de la population. Donc la mixité sociale n'est pas respectée. Donc et pareil, donc vous êtes contre les valeurs de la République. Non, les valeurs de la République ne s'enseignent pas dans le service national obligatoire. Et Fram, c'est pas trop compliqué de critiquer
Et vous y allez, effectivement, et vous n'êtes pas le seul syndicat. Et tu y vas, et tu n'es clairement pas le syndicat qui critique ce SNU, de critiquer aussi ouvertement ce SNU alors qu'il n'a même pas été mis en place. De dire qu'il n'est pas efficace avant même de voir ce que ça pourrait donner. Peut-être que ça pourrait être efficace. Depuis 2019. Peut-être que ça pourrait être efficace pour une petite frange, effectivement, C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens, en fait, d'arriver peut-être aux objectifs du gouvernement. Il y a les services civiques. Et comme je vous l'ai dit, il y a nos propositions à nous. Et là, en fait, on le voit parce que le service national universel n'est pas encore obligatoire. Et en fait, on voit clairement que là, il y a un échec. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à avoir pas mal de milliers de lycéens dans leur service national universel. Et il y a très peu de lycéens qui s'y engagent dedans. Ils ont des objectifs par année. Et chaque année, ils vous disent on va avoir 60 000 lycéens. Et là, ils en ont eu vers les 30 000. Donc, les objectifs ne sont pas respectés. Et du coup, ils se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer que le plus de lycéens s'engagent dans notre projet d'engagement de la jeunesse. Et l'obligation. Ou enfin l'incitation fortement. C'est-à-dire tous les gens qui vont aller au CNU pourront avoir le permis. Pourront passer le permis de conduire. Et là, c'est discrimination territoriale. Parce que qui a besoin du permis de conduire le plus ? Ce sont les gens qui sont dans les petits villages, qui sont dans les zones rurales. Ce ne sont pas les personnes qui sont dans les grandes métropoles et qui peuvent se déplacer en transport. Donc voilà, là aussi, c'est une incitation forte. Ça va se faire aussi par le bac. Vous ne pourrez pas passer votre baccalauréat. La ministre peut aussi vous dire que vous voyez à chaque fois le verre à moitié vide, parce que je pense que c'est positif, en tout cas c'est mon sentiment, d'offrir effectivement le permis de conduire et d'autres formations quand on passe par le SNU. Mais le problème, c'est pas d'offrir le permis de conduire. Déjà, le permis de conduire devrait être gratuit pour chaque jeune qui voudrait le passer. C'est un autre dossier, mais c'est vrai. À partir de ce moment-là, c'est ça le problème. On ne devrait pas que ce soit le permis de conduire n'est pas une carotte pour faire avancer l'âne. C'est ça le truc. Ça devrait pas être une motivation. Le service national universel. Mais il faut bien des incitations. Vous avez dit que l'obligation c'est pas la solution, donc il faut bien essayer d'inciter les jeunes. La solution, ce n'est pas le SNU. Un point, c'est tout. Irina. Quelles sont tes principales préoccupations aujourd'hui ? Les principales préoccupations, aujourd'hui on est dans une actualité qui est très chaude, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte fort de mobilisation sociale contre la réforme des retraites, donc bien sûr qu'on se mobilise contre la réforme des retraites. Et pour toi c'est plié ? Pour toi c'est fini ? Bien sûr que non, ce n'est pas plié. Là pourquoi on va avoir une prochaine date de l'intersyndicale, et ça va être serré ? Nous faisons partie, le 6 juin, 2 jours avant le vote à l'Assemblée nationale qui est le 8 juin. Une fois que nous aurons réussi à convaincre tous les parlementaires que cette réforme est mauvaise en soi, parce que c'est ce que nous allons faire jusqu'au 8 juin, nous allons dans les permanences parlementaires, nous allons discuter avec les députés pour qu'ils votent le projet de loi le 8 juin pour l'abrogation de la loi. Et il y a une grande mobilisation. Et la pression des jeunes, la pression lycéenne, voire même collégienne, elle peut être suffisante, car on sait que les députés dont tu parles, que tu vises, que tu cibles, ils sont aussi soumis à une certaine pression de la part du gouvernement. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais quand vous avez... Quand ils vont faire le compte, à mon avis, ça va être, quand vous avez dans votre ça va être vite choisi. Une majorité de la population qui vous dit que ce projet de réforme est... Vous avez été élu par ces gens. Vous avez été élu par ces gens qui vous disent que ce projet de réforme, ils n'en veulent pas. Alors, entre un gouvernement qui commence un peu à arriver à son bout, une minorité présidentielle, quelqu'un qui fait ses réformes de son côté et qui est seul contre tous, et entre le peuple, la population qui vous demande l'abrogation de cette loi, qu'est-ce que vous choisissez ? Eh ben moi, je choisis l'abrogation de cette loi. Si je serais député, je choisirais l'abrogation de cette loi et je pense que c'est ce qui va se passer. Quel est ton sentiment sur la réforme des lycées pro ? La réforme des lycées pro, c'est une machine à faire de la chair à pâté aux entreprises. Alors c'est quoi cette réforme déjà ? Quelles sont les propositions qui sont sur la table ? La proposition principale déjà, c'est augmenter de 50% jusqu'à 50% le nombre d'heures en stage. Alors bien sûr que les lycéens professionnels ont besoin d'heures de stage parce qu'ils ont besoin de se former, parce que c'est une alternative à avoir des cours, trop de cours, et il faut justement qu'ils puissent apprendre un nouveau métier. Mais là n'est pas la question, c'est qu'ils ont déjà ces heures de stage. En mettre trop, c'est négliger les heures de cours théoriques. Et ces heures de cours théoriques, ils en ont besoin pour réfléchir, ils en ont besoin pour s'émanciper et pour avoir un esprit critique. Si on leur supprime, cela fait de la chair à pâté aux entreprises. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc ils vont rémunérer les lycéens pros, et avant, ça, c'était pas le début. Moi, je vous dis, c'est le minimum. Ça devait être fait depuis le début, rémunérer les lycéens pro. Et là, c'est encore, ils le rémunèrent moins qu'un stagiaire. J'ai le sentiment que dès qu'il y a une petite avancée, encore une fois, je me fais la voix du gouvernement, dès qu'il y a une petite avancée, c'est jamais bon, ou en tout cas, c'est-à-dire que jamais assez. Chaque avancée, ils sont rémunérés, c'est bien, mais bon, il fallait le faire depuis longtemps. Les heures de cours, bon, là, effectivement, les heures de stage, c'est-à-dire que si on nous écoutait plus tôt, ça aurait été bien. Par exemple, pour la réforme des bourses, on nous donne jusqu'à 37,5 € en plus par mois. J'appelle ça, pareil pour la réforme des lycées pro, on vous paye 2 € de l'heure. J'appelle ça du mépris. Quand on demande du pain et qu'on vous donne du miette, ça c'est du mépris.
Donc réellement, forcément qu'on n'est pas d'accord, on ne va pas s'en tenir à là. On les prend, les petites avancées. On est content de les avoir. Mais on voudrait beaucoup plus parce qu'on demande beaucoup plus. Pourquoi vous demandez beaucoup plus? On a quand même le sentiment qu'en France, bien évidemment, il y a beaucoup de problèmes. On a beaucoup parlé ici à School TV de la situation des élèves, mais aussi des professeurs qui ne sont pas assez considérés, pas assez payés surtout. Et il faut commencer par où, d'après toi? Il y a un chantier énorme à faire sur l'éducation française aujourd'hui. Parce que, je te coupe, pardon, on a fait plusieurs émissions ensemble et tu me disais que quand, effectivement, on faisait ces blocus et tout, que les profs vous regardaient avec bienveillance parfois et qu'ils étaient même... Bon, ils n'étaient pas avec vous, très concrètement, mais ils vous le disaient, mais ils n'étaient pas à côté de vous, mais ils étaient quelque part à côté de vous. Ce qu'on remarque, c'est que les professeurs viennent nous rejoindre. Parce qu'eux aussi en ont marre. Parce qu'ils en ont marre d'être sous-payés, parce qu'ils ne peuvent pas leur faire leur métier correctement, parce qu'ils distribuent les cours à coups de polycopier, parce qu'ils sont sous pression continue. Donc bien sûr qu'ils nous rejoignent, les professeurs, parce qu'eux aussi ont des revendications et on les voit après en manifestation manifester à nos côtés. Donc là, il y avait ce qui s'est passé en début d'année, c'est que les professeurs étaient là mitigés à vouloir nous rejoindre. Maintenant, ils nous ont rejoints. Donc maintenant, on a passé une étape de la mobilisation, on a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire de la pédagogie, d'expliquer pourquoi le gouvernement fait des réformes mauvaises. On le sait maintenant. Maintenant, on passe à l'étape de la mobilisation, c'est-à-dire continuer à dire que c'est mauvais et mobiliser les gens, les ramener dans la rue pour justement faire blocus à ce gouvernement entier. Est-ce qu'il y a un parti politique justement qui te séduit ou qui te donne le sentiment de plus écouter, de mieux entendre, si je puis dire, la jeunesse? Alors nous sommes à la Voix lycéenne, nous sommes partisans, donc nous soutenons aucun parti politique, aucun parti politique. Et d'ailleurs, je peux vous dire... Parce que là, on parle beaucoup du gouvernement depuis tout à l'heure, donc je me dis, est-ce que dans l'offre politique, il y a une alternative qui semble plus te convenir? En tout cas, nous sommes centrés sur l'éducation, et l'alternative à l'éducation, c'est nous. C'est-à-dire que les partis politiques, s'ils veulent nous entendre, et c'est ce que font des fois, ils nous consultent, que ce soit les partis politiques de gauche ou de centre-droit, parce que nous faisons partie du Forum français de la jeunesse, qui regroupe plusieurs autres partis politiques. Et là-dedans, ils peuvent nous écouter, ils peuvent nous consulter, prendre des propositions, et nous, on est là pour leur guider. Pour les guider, et d'ailleurs j'invite tous les députés qui veulent nous contacter pour les guider sur des réformes de l'éducation et sur nos propositions. C'est-à-dire que nous pouvons travailler en collaboration avec eux, mais nous n'en soutenons aucun. Parce que nous sommes centrés sur l'éducation et que c'est notre première priorité. On a 4 ans de la prochaine élection présidentielle, ça va arriver vite, très vite, même s'il y a ce dossier des retraites, effectivement on a l'impression que le gouvernement est quelque peu paralysé. On se demande quelles mesures maintenant, quelles réformes vont pouvoir passer. Je te le disais, ça va être très long. Est-ce que tu as le sentiment que l'éducation peut être le sujet numéro 1 de la prochaine présidentielle ou pas forcément? Et si oui, comment s'y prendre? Je pense qu'il n'y a pas de... L'éducation pourrait être un sujet numéro 1. Mais il y a tellement de préoccupations. En fait, le sujet c'est numéro transversal, l'éducation. Le sujet numéro 1 devrait être la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse ne déplace plus aux urnes, il y a une forte abstention, et les revendications de la jeunesse sont très importantes, que ce soit l'éducation. L'écologie, comme vous l'avez dit, est très importante, et une des revendications particulières à la jeunesse. Et pourquoi, selon toi, la jeunesse ne se déplace plus aux urnes? C'est parce qu'il y a un dégoûtement du sentiment politique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on élu quelqu'un, on a toujours les mêmes erreurs qui sont faites. Et ça, c'est le sentiment de la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge que c'est plus utile d'aller dans la rue plutôt que d'aller dans les urnes. Donc bien sûr que... Sauf que tu vas avoir quelqu'un qui va être élu, du coup, et que après tu vas passer ton temps à critiquer ses décisions, parce que concrètement... Mais vous savez, les Anglais critiquaient la démocratie française en disant que... Que font encore? Non, on critiquait... Enfin, les critiques de la démocratie, c'est on a un jour de liberté et 5 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que le seul jour de liberté qu'on a, c'est... Le jour du vote. Le jour du vote. Allez, les 2 tours, 2 jours. Voilà. Mais le problème, c'est que le président a beaucoup trop de pouvoir dans la 5e République. Ah, toi tu milites pour une 6e République? Non. Je commence à te passer. Je dis juste qu'il y a des problèmes institutionnels dans la 5e République. Et d'ailleurs, les critiques sont faites de tous les autres pays. Quand vous regardez les dirigeants des autres pays, aucun autre dirigeant n'a autant de pouvoir que notre président. Oui, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Une 5e République très présidentielle, on sait, avec un pouvoir très centré, peut-être comme jamais. Il faudrait s'inspirer de quel autre pays, justement, d'après toi? Est-ce que tu as des modèles en tête, plus sonores, peut-être? Sur le système éducatif, il faut s'appuyer sur les pays nordiques. Sur les pays scandinaves. Vous savez que les pays scandinaves, chaque jeune, ils ont 700 € d'office, minimum, et qui ne sont pas redistribués par rapport à leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on infantilise les étudiants parce qu'ils ont énormément d'impôts, comme nous, sauf que tu as le sentiment que tu sais un petit peu plus où passe ton argent. C'est ça. Et là, on leur donne direct 700 € pour pouvoir étudier, pour pouvoir vivre décemment, même si c'est pas assez, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, en France, il faudrait 1100 € pour un étudiant pour vivre décemment. C'est-à-dire payer son logement, payer sa nourriture, ne pas sauter de repas, avoir une bonne santé, avoir une bonne hygiène. Et ça, 1100 €, c'est ce qu'on revendique, c'est-à-dire avoir un revenu d'allocation d'autonomie pour chaque jeune,
parce qu'il n'y a pas de RSA jeune. Enfin, le minimum, ce serait d'ouvrir le RSA pour tous les jeunes de moins de 24 ans, parce que des 18 à 24 ans, vous ne pouvez pas toucher le RSA aujourd'hui. Ephraim, il y a des images qui me mettent mal à l'aise et qui maintenant me mettent plus du tout mal à l'aise, mais qui me font carrément peur, qui me font vraiment flipper. On va en parler un petit peu trivialement. C'est ces files d'attente qui sont énormes concernant effectivement tous ces jeunes qui connaissent la précarité, jeunes et moins jeunes, mais ces jeunes, ces files interminables justement pour avoir un repas gratuit. On a quand même le sentiment que semaine après semaine, mois après mois, la situation empire. C'est ça. Cet hiver, la campagne des Restos du Cœur, la plupart des gens qui étaient et qui faisaient la queue, c'était des jeunes. Là, aujourd'hui, il y a un élan de solidarité, encore heureux, qui se fait pour la jeunesse, mais aucun jeune ne devrait faire la queue pour pouvoir manger décemment. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, nous, dans un pays, on est quoi, la 7e puissance mondiale. Le gouvernement va te dire qu'il a fait le repas à 1 euro. Oui, mais le repas à 1 euro n'est pas ouvert à tous. Le repas à 1 euro est ouvert qu'aux boursiers. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais c'est l'argument. Faut savoir. On va te dire quel autre pays fait ça. Non, mais... Et c'est en substance un peu ce qu'avait dit la première dame, Brigitte Macron, qui avait dit j'entends beaucoup de critiques à propos de la France, mais je pars un petit peu partout, je voyage partout dans le monde, et je me pose à chaque fois cette question, c'est mieux où? C'est mieux, je pense, il n'y a pas un pays qui est meilleur que l'autre, mais il y a un pays qui est meilleur que l'autre dans chaque domaine. C'est-à-dire que pour s'appuyer sur on ne peut pas s'appuyer sur seulement un pays, mais il faut s'appuyer sur les qualités de chacun au lieu de prendre les défauts de chacun. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on dit regardez ce que fait l'Espagne, et d'ailleurs ils le font pareil, ils disent regardez ce que font l'Espagne, puis après sur cet exemple-là, regardez ce que fait l'Italie, puis sur cet exemple-là, regardez ce que fait l'Allemagne. On est toujours mieux finalement par rapport aux défauts des autres. Et c'est ça le problème. On devrait s'appuyer aux qualités pour justement fonder un meilleur pays. Et c'est concrètement, on devrait s'appuyer là-dessus. Concernant la précarité des jeunes, est-ce que vous en avez parlé à Matignon lors du CNR Jeunesse ou... Il y a eu un sujet de précarité de jeunesse, il me semble, avant, mais il n'y a pas eu de grande discussion là-dessus. C'est-à-dire que moi... C'est pas dommage, c'est pas là votre principal axe d'attaque, j'ai envie de dire? Si, moi j'aimerais bien en parler. Mais c'est-à-dire que quand on arrive à Matignon, on me dit vous parlez de ça et de rien d'autre. Ce sujet, il fait l'unanimité. Et puis en plus, c'est terrible, mais c'est très visuel quand tu vois des files d'attente. Quand tu vois, en plein cœur de l'hiver, tu disais, les jeunes qui font la queue pendant 2-3 heures dans le froid, il fait 5 degrés en ressenti, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais la précarité de la jeunesse, aujourd'hui, le gouvernement, c'est pas leur priorité. Quelle est la prochaine étape pour la voie lycéenne? Tout jeune syndicat, on l'a dit, il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi. Ouais. Quelle est la prochaine étape, justement? Vous êtes combien? Est-ce que vous allez vous structurer? Et comment se faire encore plus entendre, même si j'ai bien compris que certains d'entre vous, à commencer par toi, vous vous êtes reçus désormais à Matignon? C'est-à-dire que se faire entendre, l'étape de la mobilisation, je vous l'ai dit, est arrivé. C'est-à-dire se faire entendre, ça va être en continuant de bloquer les lycées, c'est-à-dire en sortant dans la rue, c'est-à-dire en faisant des projets. C'est encore possible ça, de bloquer les lycées, ou la séquence est terminée avec la séquence retraite, même si on a bien compris qu'au mois de juin il y aura. C'est-à-dire que là, vous avez une période où vous avez un grand écart. Et on se dit, ça va mourir pendant ce temps-là. Nous, notre rôle, c'est justement de faire vivre ce mouvement social dans la jeunesse. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on a mis une date jeune et qu'on était nombreux à aller dans la rue à Paris. C'est pour ça qu'on lance des semaines de blocus national et que plusieurs lycées nous suivent dans nos appels à bloquer les lycées. Et on va faire ça jusqu'au 6 juin, l'étape de la mobilisation finale avant le 8 juin. C'est-à-dire que le 6 juin, c'est un peu le niveau final de la mobilisation, même si elle ne sera pas finie parce que nous avons d'autres combats. Et que la réforme des retraites, elle restera coincée au coin de la gorge de tous les Français. Le gouvernement n'arrivera plus à gouverner après ça. Le talon d'Achille des lycéens et des collégiens, est-ce que c'est pas les vacances scolaires? Parce que comment on fait vivre le mouvement en juillet? C'est-à-dire que les dernières vacances scolaires... Soit vous scolaires, travaillez, soit vous êtes en vacances. Les dernières vacances scolaires, c'était très intéressant parce qu'on s'est dit justement comment on va réussir à mobiliser les lycéens pendant qu'ils sont en vacances. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait les lycéens rejoindre les piquets de grève professionnels, rejoindre en solidarité les professeurs, c'est-à-dire les gens qui étaient dans le monde du travail, les ouvriers, les employés, au piquet de grève et qui étaient là en solidarité, en soutien. Et je vous dis pas les sourires qui étaient reçus quand nous on arrivait en soutien pour ces salariés-là. C'était vraiment très encourageant. Et c'est ça qu'on fait pendant les vacances. Même si les lycées sont fermés et qu'on n'a plus besoin de les bloquer puisque du coup ils sont fermés, on continue à se mobiliser. On a plusieurs mots d'ordre, c'est-à-dire qu'on fait de la formation pour tous nos adhérents. On va commencer à faire plusieurs communiqués de presse pour pouvoir justement informer le plus de nombre. On va faire des grandes campagnes d'adhésion pour justement essayer de toucher le plus de monde aussi. Pendant les vacances, le mouvement lycéen ne meurt pas. Et justement, il grandit encore plus. Quel est l'impact et quel est le rôle du digital, toi, dans ta démarche et celle des syndicats lycéens? Est-ce que le digital, les réseaux sociaux, ça a une importance?
Bien sûr que oui, parce que c'est par là qu'on va pouvoir toucher le plus de jeunes possible. Parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu m'as beaucoup parlé du terrain, c'est vrai Oui. que c'est très important. Et la communication, c'est quelque chose aussi de très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement gros qu'on a réussi à avoir une superbe équipe de communication qui fait super bien son boulot, et j'en suis ravi. Parce que justement, elle va pouvoir faire des trucs ludiques, poser des sondages sur les réseaux sociaux et justement pouvoir s'adapter au plus possible aux lycéens. Parce qu'on peut consulter par les réseaux sociaux. On ne consulte pas seulement par la rue, mais on peut consulter par les réseaux sociaux. Et c'est un moyen très facile. C'est un outil destructeur, mais qu'on peut aussi utiliser de notre sens. Qu'est-ce que pense ta famille, ton entourage à propos de tes engagements ? C'est-à-dire que, ma famille, elle est très fière de moi. T'es le premier ou il y a au sein de ta famille Non, mes parents sont pas politisés. Non, mes parents sont pas politisés. J'ai des petits frères, des petites sœurs qui sont pas politisés non plus. D'accord. Mais ça m'est venu un peu, moi, soudainement. Je crois que c'était la cause climatique qui m'avait concerné. Et puis après, de fond en comble, j'ai Mais est-ce que parfois ils te dissuadent ou pas du tout? C'est-à-dire qu'ils sont inquiets, forcément, parce que quand on voit les grandes violences policières qu'il y a en manifestation, ils s'inquiètent pour moi à chaque fois que je vais rejoindre une mobilisation. C'est pareil pour les cours, même si je ne suis pas un mauvais élève, ils s'inquiètent pour moi que je n'aille pas en cours. C'est normal, ce sont des parents. C'est normal de s'inquiéter pour son enfant, et moi je le comprends, mais ils sont quand même très liberteurs et ils me laissent faire à peu près ce que je veux. Je ne suis pas du tout inquiet pour toi. L'info en plus. Tiens, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais tu nous en reparles, c'est important. Irina, tu nous reparles de l'enseignement moral et civique. Pourquoi ? Oui, parce que Ephraim en a parlé tout à l'heure. Des lycéens voudraient repenser l'enseignement moral et civique. Quelques-uns d'entre eux, dont notre invité Ephraim, on en a parlé lors du Conseil national de la refondation consacrée à la jeunesse. Donc une quarantaine de jeunes a été invitée en avril dernier à Matignon pour aborder leurs préoccupations sur les questions de citoyenneté. Et pour ces élèves, l'enseignement moral et civique correspond à un programme redondant dans lequel on parle des valeurs de la République. De la 6e à la terminale, ils accusent notamment les professeurs de délaisser cette matière. Les lycéens voudraient que les professeurs et les élèves montent des projets ensemble. Je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait de l'intervention de Soisic, une collégienne de 14 ans, originaire de Poissy. Il faut savoir que ça fait depuis 4 ans que je suis au collège et on remarque beaucoup qu'il y a très peu d'éducation à la vie citoyenne. Il y a une matière qui est censée être prise en compte, qui s'appelle l'EMC, l'éducation morale et civique, que en 4 ans de parcours scolaire, je n'ai jamais eu. Et c'est quelque chose qui peut, je pense, être amélioré. Tout ce qui touche au vote, au vocabulaire républicain, au vocabulaire électoral, aux groupes majeurs, aux grands partis, c'est-à-dire la gauche, la droite, etc. On nous en parle très très peu, même le fonctionnement d'un ministère, le fonctionnement d'un gouvernement, on n'en parle jamais. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui peut être mis en place pour que ça facilite une compréhension envers les plus jeunes. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles très peu de jeunes se disent quelque chose est envisageable pour nous si on n'y connaît rien. Est-ce que, Ephraim, tu es d'accord avec tous les propos de Soisic ? Je suis totalement d'accord, mais le réel problème, c'est qu'on n'accuse pas nos professeurs de ne pas faire de l'EMC, c'est qu'ils n'ont pas assez d'heures pour faire de l'EMC. L'éducation morale et civique devrait aussi inclure une autre matière qui devrait être l'éducation à la politique. Je vous dis, nous, à la Voix lycéenne, on milite pour le droit de vote à 16 ans. Et le droit de vote à 16 ans va avec l'accompagnement d'une éducation à la politique. Et c'est comme ça qu'on le fait. Il faut avoir une formation aussi du corps professoral pour pouvoir enseigner les vraies valeurs de la République via l'éducation morale et civique. Et Soisic le rappelle très bien, il nous faut plus d'heures. Moi, je vous dis, l'EMC, j'en ai eu autant que d'heures d'éducation sexuelle dans mon lycée, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire 0. C'est-à-dire, l'EMC aujourd'hui devrait être au centre de l'éducation, mais elle est délaissée. Et à la place, moi, je vous dis, on fait de l'histoire géo parce qu'on n'a pas assez d'heures pour ça. Important l'histoire géo, important. J'étais nul en histoire géo, c'était une catastrophe. Merci beaucoup Ephraim. Merci à vous. Ephraim Stralka-Belleuil, vice-président de la Voix lycéenne, premier syndicat lycéen de France. Merci Irina. Merci. On se retrouve très vite. On fera un petit point d'étape. Ouais. Après le vote sur la question des retraites, on fera un petit point d'étape pour voir si effectivement la frustration est encore présente. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Ciao.